Nous fêtons avec un peu d'avance l'anniversaire de Harry. On est très heureux et très honorés d'être les premiers en fait à fêter l'anniversaire d'Harry Flex, société centenaire, née en 1917. C'est une société qui a 100 ans et l'anniversaire officiel c'est le 12 septembre. Donc Harry va prévoir un certain nombre de festivités le 12 septembre, en Allemagne, en Europe, aux États-Unis certainement. Et donc voilà, on a eu envie de le faire en avance pour plusieurs raisons. D'abord pour shipper la primeur de l'événement à nos amis allemands, et puis aussi parce que, comme vous le savez, l'exposition La Machine Cinéma continue jusqu'à la fin du mois. Et il nous semblait particulièrement intéressant de retracer l'histoire d'Harry en même temps que cette exposition La Machine Cinéma qui se déroule dans Namur à la Cinémathèque française. Dans cette exposition, du reste, vous pourrez voir, si vous y retournez ou si vous n'y êtes pas encore allé, vous pourrez voir du matériel Harry Flex important qui est exposé donc juste au-dessus de vous. Et donc voilà, ça nous semblait très cohérent d'aborder ce point d'histoire vraiment important dans le cadre de cette exposition. Alors je voudrais d'abord remercier très vivement Natacha Kroschicki, qui représente Harry en France. D'abord, c'est grâce à elle que nous avons reçu ce don magnifique d'une splendide caméra numérique Alexa toute neuve que vous pouvez voir dans l'exposition. Donc merci naturellement à la société Harry qui a bien voulu procéder à ce don et qui nous a également offert une magnifique Harry Cam. Donc c'est l'avant-dernière caméra à gauche. Au fond, c'est quasiment la dernière caméra, je crois, la dernière caméra 35 de la société. Et naturellement, je remercie aussi Michael Kopetz, qui est un ingénieur de très haut niveau chez Harry, qui connaît absolument parfaitement toute la production de cette firme et qui est venu exprès de Munich pour participer à cette conférence. Alors, moi, je vais parler de l'histoire d'Harry Flex, des origines jusqu'à la fin de la mécanique, de l'argentique. Je parlerai donc essentiellement des caméras et un petit peu du matériel de laboratoire. Et je pense qu'une autre conférence serait nécessaire pour parler soit des objectifs, des lentilles développées par Harry et Zeiss, Harry et autres sociétés, et aussi du matériel d'éclairage. Voilà, c'est à mon avis deux grands sujets très importants qu'on ne pourra peut-être pas traiter en profondeur aujourd'hui. Mais de toute façon, vous allez voir que j'ai beaucoup de choses à vous dire dès aujourd'hui. Donc en fait, cette histoire d'Harry commence, en réalité, elle commence non pas en 1917, mais elle commence en 1913, au lycée professionnel de Munich. Deux jeunes gens passionnés de techniques se lient d'amitié. Vous avez August Arnold, qui est né en 1898 près de Salzbourg, qui était le fils d'un inspecteur des eaux et forêts autrichien, et Robert Richter, qui est né en 1899, qui est, lui, fils de négociant. Alors, pour gagner leur argent de poche, ils passent leur temps à réparer des bicyclettes ou des machines électriques. Et un jour, c'est peut-être le moment, au fond, magique, les parents de Robert Richter offrent à leur fils un tour. Voilà, vous le voyez sur la photo à gauche. Et au fond, c'est là commence le début de longues heures de bricolage. Et vous verrez tout à l'heure, on va passer un petit film, cette scène en plus va être filmée, ce qui est tout à fait extraordinaire. Alors, en bricolant, il bricole pour des amis, il commence à gagner un peu d'argent de poche, il bricole des projecteurs de films, bon marché, ils améliorent ces projecteurs en leur adjoignant des bobines de 300 mètres, en perfectionnant l'éclairage, etc. Et en 1915, il y a une autre rencontre très importante, ils assistent pour la première fois à un tournage grâce à un opérateur allemand qui s'appelait Martin Kopp, qui, lui, est en charge des actualités munichoises de l'époque. Et alors, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on peut dire que la passion du cinéma s'empare d'eux. Les deux amis sont invités par Kopp dans leur laboratoire munichois, où sont installées les développeuses et tireuses de l'époque. Alors vous le savez, il existe dans l'industrie du cinéma technique des duos célèbres, comme les frères Pathé en France, Bell et Howell aux États-Unis. Mais Arnold et Richter
ont un itinéraire tout à fait atypique, puisque en réalité, tout le monde les connaît aujourd'hui comme des fabricants d'appareils, mais en réalité, ils ont débuté leur carrière cinématographique en faisant des films, tout d'abord, et non pas donc du matériel. Et donc, au tout début, ils sont encore scolarisés, mais ils obtiennent le droit de réaliser par eux-mêmes des actualités grâce à leur ami Martin Kopp, qui leur prête ces caméras que vous voyez, donc les caméras Gaumont, Pathé, Ernemann, excellentes caméras à l'époque, des caméras à griffes tout à fait fiables, répandues à travers le monde entier. Ils s'intéressent aussi énormément à tout le processus d'éclairage, de développement et de tirage. Ils assimilent tout à grande vitesse, ils sont passionnés par ça. Ils reçoivent notamment l'aide du chef opérateur Franz Bartel Sayer et du pionnier du cinéma Peter Ostermayer. Et donc, à un moment donné, comme ils sont vraiment dans ce milieu, on leur demande de filmer en tant que directeur de la photographie, comme on dit aujourd'hui, ou opérateur, on leur demande de filmer des petites comédies. Et ils sont rémunérés à ce titre par Martin Kopp et Peter Ostermayer, qui possèdent le studio vitré de Munich que l'on voit ici. Leurs parents ne sont pas très enthousiastes, leur école encore moins, mais ils y vont quand même. Alors on les voit ici sur le tournage d'une comédie. Avec l'argent gagné, Arnold et Richter achètent une caméra d'occasion anglaise, une Urban, qu'ils améliorent, bien évidemment. Ils sont désormais, dès cette époque, quasiment indépendants et peuvent filmer à leur guise, tout en continuant leurs études. Et malgré donc leur activité cinématographique assez intense, Arnold Richter, à la fin 1915, réussit son examen d'ingénieur, tandis que Robert Richter, son copain, reste encore au Real Gymnasium. Et c'est à cette époque, voilà, vraiment importante, très active, très intense, très passionnée, c'est à cette époque que les deux amis commencent à rêver de fonder une entreprise cinématographique. Alors, on date la création de la firme Arri, donc vous le savez, c'est la contraction des débuts des noms de Arnold et Richter. On date cette création du 12 septembre 1917. Effectivement, ce jour-là, ils ouvrent un atelier et magasin Türkenstrasse à Munich, à l'endroit, du reste, où se trouve toujours la société, ce qui est quand même merveilleux. Ce sont deux jeunes gens enthousiastes et ils ne sont pas encore majeurs, il faut bien comprendre la situation. Ils n'ont même pas pensé à créer juridiquement et officiellement la firme. Et puis en outre, la guerre va de toute façon les réquisitionner la même année. Mais il y a quelque chose d'important qui se crée. On voit donc là ici le détail de cette photo qui ne date pas de 1917. À mon avis, elle doit dater plutôt des années 30, je pense, à moins que Michael Coppet nous le démente tout à l'heure, mais à vérifier avec lui. Mais on voit déjà le magasin très important à cette époque, sans doute donc ici aux années 30. Alors pendant la guerre, la Première Guerre mondiale, August Arnold sert comme opérateur radio et après un accident, il se retrouve employé dans les usines Krupp. Et Robert Richter, de son côté, est mobilisé en février 1918 comme conducteur de véhicules. Le premier papier à lettres portant un logo pour la firme est dessiné par la mère d'August Arnold, qui tient aussi à la main, à la plume, la comptabilité de la firme. Le logo Arri moderne que vous voyez en bas date du début, de milieu, disons, des années 30. Alors, il figure sur les catalogues d'appareils qui sont devenus très rares, très précieux pour nous. C'est une mine d'or de renseignements. Les catalogues d'appareils, donc édités à partir de 1932, 33, 34, qui contiennent les premières descriptions d'appareils fabriqués par la firme. Et en haut à droite, vous voyez une publicité montrant aussi qu'Arnold et Richter s'occupent aussi, et provisoirement, parce qu'ils vont arrêter peu après, de location de films. Les premiers appareils de la firme Arri, une fois donc qu'elle a été créée officiellement après la guerre par leurs deux jeunes fondateurs, ne sont pas des caméras, sont d'abord des tireuses 35 mm, très robustes, très simples de fonctionnement. À gauche, vous voyez la toute première, conçue dès 1916, modèle très rare qui est conservé au Musée des sciences et techniques de Berlin, donc fabriquée à partir de 1918. Et cette machine constitue le premier succès de la firme. Robert Richter l'expose à Amsterdam en 1920 durant une exposition industrielle. Il en vend instantanément 24 modèles à un producteur italien.
Pendant son séjour aux États-Unis, Richter en vend encore une série de 12 exemplaires, ce qui apporte beaucoup d'argent frais à l'entreprise. Et parallèlement, alors vous voyez là-bas à l'extrémité de cette table, tout à droite, un exemplaire d'une tireuse 16 mm, très ancienne aussi de cette époque, de la fin des années 30. C'est le modèle le plus ancien qu'on ait, en tout cas dans nos collections. Donc parallèlement à cette production de tireuses, Arnold et Richter reprennent leur travail après-guerre de chef opérateur en louant leur service, et ils tournent de nouveau des comédies, mais aussi des films policiers, et produisent même un western qui s'appelle Jacques le Noir, Der Schwarze Jack, qui est réalisé et interprété par Fred Strantz, un acteur qui est revenu des États-Unis après la guerre. On estime qu'Arnold et Richter ont filmé en tant que chef opérateur plus de 100 films. Les films produits par la firme sont également nombreux. Donc ce sont des documentaires, des films à sensation, des westerns, Les brigands du chemin de fer, Le cow-boy de la mort, La vengeance dans la vallée de l'or, Le vampire, etc. Certains films, vous l'avez compris d'après leur titre, ont connu beaucoup de succès et ont permis à Harry de posséder, au fond, une base financière très solide à une époque où la crise financière était évidemment extrêmement importante en Allemagne. L'entreprise aurait pu s'arrêter assez tôt, parce que le 8 décembre 1920, un incendie ravage l'atelier de fabrication. Vous le savez, manipuler le film nitrate, c'est un exercice extrêmement dangereux, hier comme aujourd'hui. Une machine à perforer était en train de tourner à toute vitesse, il y a eu une étincelle, le stock a brûlé, et tout l'étage supérieur du bâtiment que vous avez vu tout à l'heure a été détruit. Néanmoins, la firme renaît de ses cendres, c'est le cas de le dire, très vite, et Arnold et Richter s'illustrent dans une nouvelle voie, à partir de 1924, dans la fabrication de lampes de studio. Alors, elles sont à arc électrique, à ampoule ensuite, et aussi, on note que durant les années 30, Arnold et Richter exportent aussi en Allemagne les excellents projecteurs Moll Richardson. Là, on note déjà les premiers contacts avec les États-Unis qui vont devenir très importants après-guerre et qui vont être très importants pour la firme. Moi, j'aime particulièrement le Lilliput Spot, que j'aimerais bien avoir pour nos collections. C'est un petit projecteur à ampoule que l'on peut transporter par 4, vous avez vu, dans une petite valise, qui est très pratique. Celui-là aussi, j'aimerais bien l'avoir dans les collections. Un énorme groupe électrogène, voilà, ça c'est les spécialités d'Arnold et Richter aussi dans les années 20. Parce que vous savez, le problème, c'était de porter l'électricité sur des lieux de tournage où il n'y avait pas encore l'électricité, justement. Donc, ils avaient, avec des moteurs d'avion, 180 chevaux, ils fabriquaient des énormes groupes électrogènes pour alimenter les éclairages. Et puis, il y a les spots aussi à lentilles de Fresnel qui seront fabriqués à partir de 1937 et qui vont rester très longtemps au catalogue, au fond, avec assez peu de variantes. Bon, on en vient enfin à ces fameuses caméras. Robert Richter obtient son baccalauréat en 1920, mais à la suite de la mort de son père, il est obligé de rejoindre la firme de commerce de son père, tout en continuant de travailler de temps en temps à la jeune entreprise Harry avec son ami Auguste Arnold. Entre 1923 et 1924, Richter travaille aux usines Triton de Hambourg, qui est spécialisée dans les installations sanitaires. On suppose que ça ne devait pas l'intéresser beaucoup. Et puis, il a l'opportunité de revenir à Munich pour terminer ses études à l'université technique. Il effectue son stage final d'ingénieur diplômé aux États-Unis, en 1925 à New York. Ça, c'est très important, à mon avis, pour lui, où il gagne de l'argent comme serveur dans des hôtels. Il travaille aussi chez Ford, à Detroit, à Chicago et à Hollywood. Et là, ça devient important parce qu'il travaille dans les studios de William Fox. Il visite tous les laboratoires d'Hollywood, les laboratoires de développement et de tirage. Et Richter, il monte la première caméra de la firme Harry, caméra très rare à trouver aujourd'hui, qui s'appelle la Kinari 35. Alors vous la voyez à gauche. C'est une caméra qui est très simple, qui est au fond, il faut le dire, un peu un plagiat de la caméra américaine Ekley, qui est très populaire à cette époque, la caméra Ekley, caméra de 1917. C'est une caméra pour les reporters, avec un grand obturateur qui fait le tour, en fait, de ce cylindre et qui permet de filmer des vues d'une façon très rapide dans n'importe quelle circonstance.
Il ne parvient pas, Richter, à convaincre les Américains d'acheter cette Kinari, puisque les Américains ont déjà la clé. Mais ce passage à Hollywood est encore une expérience tout à fait décisive pour le jeune homme, qui revient bourré d'idées à Munich. Il a compris l'économie américaine, il a compris l'économie de marché à l'américaine, il a compris aussi le type de caméra que pouvaient rechercher éventuellement les Américains. Alors, on notera aussi, en passant, que Richter, c'est l'aventurier du duo. Arnold, il est un peu plus casanier, mais Richter, c'est vraiment le sportif, c'est un passionné d'aviation. Il a obtenu son brevet de pilote en 1928. En 1930, donc, Arnold et Richter travaillent ensemble de nouveau. Et ils s'intéressent énormément, comme beaucoup de pionniers à l'époque, bien qu'avec un peu de retard, en 1930, au film sonore, qui est incarné en Allemagne par le groupe Tobis, qui exploite les brevets du triargon de Engel, Massol et Vogt. Et les deux amis réalisent des films sonores, notamment en 1934, mais avec énormément de difficultés techniques, en raison du procédé qu'ils ont quasiment bricolé eux-mêmes, avec des lampes à rayons de cathodique de Braun qui sont peu lumineuses, et surtout dont le revêtement a tendance à cuire au bout de quelques minutes, ce qui évidemment n'est pas très pratique. Les films sont des échecs commerciaux, et en outre, deuxième grosse difficulté rencontrée par l'entreprise, la Tobis intente un procès important à Harry pour contrefaçon. Heureusement, il y a des longues tractations. Une transaction est trouvée. Harry remet à Tobis la caméra sonore de leur fabrication et Tobis, en échange, met à disposition d'Harry son équipement d'enregistrement. Du reste, vous voyez la voiture Tobis équipée à cette époque. Donc Arnold et Richter ont compris qu'ils n'allaient pas du tout s'illustrer dans le domaine des caméras sonores, et la firme prend pied patiemment et avec beaucoup de pugnacité dans l'industrie technique des laboratoires, en construisant notamment des développeuses très importantes. Et cette activité va rester très longtemps constante, même... on peut dire que même encore aujourd'hui, au fond, Harry continue naturellement à fournir les laboratoires dans le domaine du numérique, avec les Harry-Scan notamment, par exemple. Une développeuse 16 mm, vous savez que c'est un format très apprécié par les Allemands, est commercialisé en 1936. Les premiers modèles de tireuses de 1917 que vous avez vus tout à l'heure sont beaucoup améliorés au fil du temps. Et donc, Harry, on va en livrer toute une gamme pour film 35, 16 et 9,5 mm. Et on peut dire que dans quasiment tous les domaines techniques, sauf la projection, ça c'est intéressant, Harry va fournir tous les matériels possibles, de la polisseuse à la synchroniseuse, en passant par le banc-titre d'animation, à la simple colleuse ou la métreuse, et même les tables de montage aussi seront proposées. Mais là, on en arrive vraiment au tournant historique, au fond, de Harry, qui va asseoir définitivement l'entreprise, qui va lui offrir une aura internationale. Nous sommes en 1937. À la Foire internationale de Leipzig, Arnold et Richter présentent cette caméra révolutionnaire, la Reflex 35, alors, dont les premiers plans, il faut le préciser, datent de 1932. C'est un appareil à main, léger, doté d'un moteur électrique à vitesse variable, d'une tourelle à 3 objectifs et surtout, enfin, d'une visée réflexe. Donc, vous connaissez le principe, sans doute, de la caméra réflexe, de la visée réflexe de cette caméra. C'est un miroir qui est placé sur l'obturateur, qui est incliné, ce miroir, à 45 degrés, enfin, en même temps que l'obturateur, et qui renvoie en tournant l'image que l'on désire filmer au foyer du viseur optique. Donc, on peut enfin cadrer et voir exactement ce que l'on filme. C'est tout à fait évident aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une innovation majeure, absolument. Alors, il faut préciser, sur le plan historique, que cette idée avait déjà été brevetée en juillet 1913 par un autre Allemand qui s'appelle Anton Aretz, mais très curieusement, cette idée n'avait jamais été appliquée industriellement au cinéma. Alors, si vous avez l'opportunité d'ouvrir une des premières caméras à reflex 35 mm, vous allez voir un système à une griffe, extrêmement simple,
mais parfait, qui va effectivement assurer des prises de vue stables, excellentes. Et on est frappé aujourd'hui par la simplicité du mécanisme, alors qu'il existait déjà à l'époque, naturellement, des caméras à 2 griffes, voire à plusieurs griffes. Là, le mécanisme se distingue par son côté simple et robuste. Vous voyez donc la griffe qui est entraînée d'une façon intermittente par un excentrique. Alors, c'est Erich Kästner, c'est pas Arnold et Richter qui ont inventé cette caméra, c'est Erich Kästner, qui était chef du bureau d'études, qui a conçu cette caméra 35 mm, électrique et portable, vraiment d'une immense audace technique pour cette époque, et un Oscar lui sera remis en 1982 pour l'application de la visée réflexe. On peut dire que le problème de la visée va rester une préoccupation constante jusqu'à nos jours, au fond, chez Harry. Et on voit sur ces images les évolutions avec les visées électroniques des années 1990 et 2000. Et vous voyez sur cette table aussi les dernières visées électroniques tout à fait remarquables en date. Alors, comme pour toutes les caméras qui allaient suivre par la suite, la Arriflex 35.1 est commercialisée avec beaucoup d'accessoires et d'objectifs différents. Vous voyez un trépied notamment, où on peut en chasser en quelque sorte le manche moteur. Donc sans démonter ce manche, voilà, on peut la mettre directement sur ce trépied. Ce qu'on remarque aussi, et vous avez dû le voir, c'est que cette caméra est blanche. Et c'est tout à fait remarquable, ça veut dire que la première Arri 35 est blanche. Elle va devenir noire très rapidement, mais ça veut dire qu'il s'agit pour nous de trouver cette caméra qui est absolument rarissime. Il en existe un exemplaire à Hollywood, entre les mains de Garrett Brown, que nous avons d'ailleurs reçu hier à l'exposition, et il a eu la chance de trouver cette caméra sans la partie avant, mais c'est déjà formidable. Apparemment, elle n'existe pas non plus chez Harry à Munich. Donc voilà une caméra qui a trouvé et que je vous invite à donner à la Cinémathèque tout de suite si vous la trouvez. Donc on voit ici toujours la publicité pour la première caméra 35. Vous voyez à la fois des trépieds qui permettent de mettre des supports pour téléobjectifs. On sait que ce type d'équipement va beaucoup servir, notamment pour les Jeux Olympiques en Allemagne, et notamment les appareils dont va se servir Leni Riefenstahl pour filmer cet événement. À cette époque, Harry travaille essentiellement avec la firme berlinoise Astro, qui fournit des téléobjectifs de très très grande dimension. Là, ici, c'est un 640. Mais dans nos réserves, nous avons cette espèce d'appareil absolument extraordinaire qui est un 2000 mm fabriqué par Astro. Ouais, ça vous permet vraiment d'espionner vos voisins. Mais en même temps, si vous allez dans la jungle avec ou dans la savane, vous risquez de vous faire repérer par le lion bien avant, quoi. Et là, on arrive à une époque, donc la fin des années 30, à une époque aussi cruciale pour Harry, une époque à la fois extraordinairement compliquée pour la firme, en fait, puisque d'une part, August Arnold peut continuer de diriger l'usine, mais d'autre part, Robert Richter est mobilisé par la Luftwaffe comme sous-officier et pilote d'avion. Mais il va l'être très peu de temps, et il va revenir ensuite travailler aux côtés de Arnold. Donc la caméra Arriflex 35 devient à cette époque l'outil préféré des centaines de caméramans allemands qui sont envoyés sur tous les fronts. Ces caméramans, ils ont un cahier des charges extrêmement précis, des ordres de mission qu'il faut respecter impérativement. Et à cette époque, comme vous le savez, la Wehrmacht se distingue par une propagande extrêmement offensive. Il faut filmer toutes les victoires des troupes à travers l'Europe. Et après montage et après censure, les images sont diffusées dans toutes les villes allemandes et dans toutes les villes occupées pour naturellement renforcer l'idéologie nazie et le pouvoir hitlérien. Alors il faudrait faire une conférence entière pour parler du style et de la technique utilisée dans ces actualités et de leur influence idéologique sur les masses. On sait que certains... Alors, je vous recommande très vivement ce DVD tout à fait extraordinaire
qui reprend une grande partie de ses actualités et qui essaye d'explorer, de faire le profil de ces différents opérateurs de cette époque. Parce que l'armée recrutait des photographes, des vrais caméramans pour les envoyer au front, pour faire de la propagande. Certains d'entre eux étaient certainement proches de l'idéologie nazie, d'autres étaient certainement contre. On sait que de toute la masse d'images fournies par ces chefs opérateurs, l'armée n'a retenu que 6%. Et malheureusement, tous les rushs ont été détruits après-guerre. Donc ça veut dire que la sélection, la censure était extrêmement rigoureuse. Et on sait aussi que parmi ces caméramans, il y avait certainement des jeunes officiers nazis et puis d'autres qui ont vraiment beaucoup souffert sur les fronts. On cite le cas dans ce DVD dont je vous ai parlé d'un caméraman qui a été envoyé dans le ghetto de Varsovie, qui a fait des prises de vue et qui a renvoyé les films en mettant une note en disant que c'était tout à fait indigne la façon dont on traitait ces gens. Et ce chef opérateur a été ensuite renvoyé sur les lignes ennemies par mesure punitive, où il a perdu la vie. Alors, il ne faudrait pas croire pour autant que la Wehrmacht n'a utilisé que la Reflex 35. Elle a aussi utilisé d'autres appareils. D'ailleurs, on voit certains opérateurs qui utilisent des Bell AOL américaines ou des Parvaux Debris françaises. Mais aussi, il y a une autre firme qui est très importante, allemande à l'époque, qui s'appelle la Scania, qui livre une excellente caméra 35 mm, qui est un plagiat, au fond, de la caméra Parvaux Debris, alors que la caméra Arri n'est absolument pas un plagiat, c'est vraiment une création nouvelle et tout à fait inédite. Et ici, vous voyez un plan intéressant, une image d'une Death Archive, où on voit à la fois monter sur le même pied une caméra Arri 35 et la caméra Ascania. On peut supposer que la caméra Ascania était chargée de films AGFA en couleur, peut-être. Et donc, on obtenait ainsi une vue couleur, une vue en noir et blanc pour réaliser ces films. Alors, on conserve dans nos archives, dans nos collections, une image, enfin, cette même caméra Ascania qu'on aurait pu vous apporter. Ça aurait été intéressant, du reste, parce que quand on les met côte à côte, on voit bien la différence entre ces deux caméras et on voit bien le fossé technique et technologique qui sépare les deux machines. Donc avançons un peu dans la guerre. Les attaques aériennes se font de plus en plus fréquentes sur Munich. On transfère en 1942 par précaution toute l'usine dans un vieux château à Brandenburg. C'est une sage résolution, car le 13 juillet 1944, les bombardiers alliés détruisent tout le quartier munichois et en quelques minutes, toute l'usine Arri part en flammes. Naturellement, la reconstruction est assez difficile. Ça va durer plus de 10 années, essentiellement en raison de la rareté du matériel, c'est-à-dire des briques, des poutres en acier. En 1948, c'est d'abord le bâtiment antérieur, donc le premier bâtiment du 89 de la Türkenstrasse, avec les bureaux qui est reconstruit. Là, vous allez voir tout à l'heure un film très court où on voit ce fameux train, le Trümmer Express, qui est l'express des ruines, donc qui était chargé de déblayer toutes les ruines dans Munich à cette époque. Mais ce qui accélère la renaissance d'Arri, la renaissance quand même très rapide, il faut le dire, ce sont les fameux contacts de Robert Richter avec l'Amérique, en l'occurrence, tout d'abord avec la Fox qui cherche à cette époque à se réimplanter en Allemagne, et c'est Arri qui est désigné pour tirer les actuels de la Fox, donc destinés à l'Allemagne. Donc l'usine de développement et de tirage est reconstruite très rapidement pour répondre à cette commande, et dès lors, on peut dire qu'Arri prend la première place des usines de tirage sur le territoire de la République fédérale. Du reste, dès 1951, donc l'usine est agrandie. En 1953, il y a un très grand studio qui est inauguré, à la fois pour les prises de vue cinéma et télévision. Au milieu des années 60, il faut noter que le plus grand acheteur de la firme Arri, c'est la Arriflex Corporation of America de Hollywood et de New York, qui est dirigée par Paul Klingenstein. Alors,
le fait que Harry soit si apprécié par les Américains, c'est pas un hasard. C'est très très intéressant. Le succès en fait de la première caméra Harry a été très important. Des stocks de cette caméra ont été saisis par les armées américaines et ces stocks ont été envoyés directement aux USA et ils ont été confiés à des opérateurs, des caméramans d'actualité américains qui étaient très contents parce qu'eux, ils avaient des belles OL mais avec des magasins très courts, tandis que là, ils avaient des magasins Harry qui étaient beaucoup plus longs et surtout, ils avaient la fameuse visée réflexe. Et il se passe quelque chose, une nouvelle révélation très importante en 1947. Le réalisateur Delmer Devs et son directeur de la photographie, le très grand Sidney Hicox, font littéralement sensation, donc 1947, avec un film interprété par Humphrey Bogart, Les Passagers de la nuit, dont la toute première partie est filmée en plan subjectif grâce à la Reflex 35 mm, donc saisie dans les armées nazies et acheté directement dans les stocks de l'armée américaine. Là, je vous propose un très rapide extrait des Passagers de la nuit. Vous allez voir la Harry 35-1 en fonctionnement, Sidney Hicox qui la dirige. Des plans qui n'auraient pas pu être faits avec la Mitchell BNC, la lourde Mitchell BNC que vous pouvez voir aussi dans l'exposition. En 1948, Flaherty, à son tour, utilise la A35-1 avec en plus Richard Leacock. Et naturellement, on sent que tout d'un coup, il y a un courant d'air frais qui traverse ce cinéma qui était un petit peu entravé par des caméras assez lourdes, au fond. Et donc, étant donné que cette caméra est devenue un grand succès, la 35-1, et puis aussi qu'il fallait tout de même l'améliorer, Harry décide de l'améliorer donc, et de sortir de ce qu'on appelle la 35-2. En outre, Harry reçoit une commande extrêmement importante des Américains, de nouveau, la Signal Corps, qui commande à Harry un très grand nombre de machines, ce qui permet à la firme vraiment de poursuivre, d'une part, la reconstruction des usines, mais aussi de s'implanter dans le domaine des caméras à visée réflexe et légère. Donc la caméra Harry Flex 2, 1946, est livrée. Alors, il y a quelques variantes par rapport au premier modèle. Je vous avouerai que les variantes par rapport au premier modèle sont assez subtiles. Ce n'est pas toujours évident de reconnaître les deux. En fait, elles se reconnaissent essentiellement par leur numéro de série. Mais par ailleurs, il y a des accessoires nouveaux qui apparaissent. On en reparlera tout à l'heure, mais il y a notamment cette fameuse crosse. Parce que tous ceux qui s'intéressent à la prise de vue dans cette salle ont pu remarquer quand même que la Harry 35-1, elle est tout à fait étonnante avec ce manche comme ça, mais elle a quand même une ergonomie tout à fait particulière. Donc la crosse, elle est censée vous aider, d'une part à porter la caméra, à soulager au fond le poids de vos mains et de vous permettre de la diriger. Bon, après, j'ai quelques doutes sur la crosse en question, mais on en parlera avec des directeurs de la photographie, avec Willy Current, avec Pierre-William Glenn, qui l'ont certainement utilisé. Mais cette crosse, c'est un accessoire important. Et les Américains, de leur côté, ont aussi proposé, vous avez vu, des accessoires pour porter la caméra d'une façon tout à fait aussi nouvelle et intéressante. Une sorte de harnais, en quelque sorte. Pas un Steadicam, mais pas loin. Alors, nous avons dans nos collections une caméra tout à fait extraordinaire que vous voyez... c'est la deuxième pièce qui est à la droite de cette table. C'est la caméra qui provient des expéditions polaires françaises de Paul-Émile Victor au Groenland, donc entre 1948 et 1950. C'est intéressant, ça montre aussi que c'est une caméra vraiment d'une robustesse extraordinaire, puisqu'elle a connu les très grands froids. Elle a été donnée par Jean-Jacques Langpin, qui a filmé notamment Terre des Glaces, en 1948 et Groenland en 1950, qui était co-réalisé avec Marcel Ishak, très célèbre aussi. Donc elle a été donnée en 1983. C'est un exemplaire relativement bon état, mais qui était, nous a dit Jean-Jacques Langpin à l'époque, qui était surtout transporté naturellement dans des sacs à dos. Néanmoins, vous pouvez la voir avec la caisse d'origine. La caméra 35-1 était livrée avec la même caisse pour les armées de la Wehrmacht notamment.
La 35-2 a été énormément appréciée par les documentaristes et par tout le cinéma indépendant américain. Et Arnold et Richter reçoivent de nouveau un Oscar en 1967 pour cette caméra. Alors, là aussi, il faudrait faire une conférence entière sur un sujet absolument énorme et tout à fait passionnant, c'est-à-dire l'influence de cette caméra 35-2, même 35-1, et 35-2B, C, etc., sur le cinéma américain. Et je vous renvoie à cet ouvrage qui est fabuleux, qui est vraiment absolument passionnant, à gauche. Vous y verrez que la Reflex 35 a été utilisée quasiment par tous les grands réalisateurs de studio, et souvent c'est vrai, souvent pour des prises de vue difficiles, périlleuses. Un seul exemple, par exemple pour la célèbre poursuite de voiture dans French Connection. Donc, vraiment, lisez-le, il est formidable ce livre. Et l'une des plus belles illustrations de ce succès auprès des jeunes cinéastes de cette époque, c'est Easy Rider de Dennis Hopper, filmé en 1969 par un autre très grand directeur de la photo, Laszlo Kovacs. Alors on sait que le tournage a été très mouvementé, avec beaucoup de drogue, d'alcool et de complications, mais le résultat est absolument fabuleux. Alors je vous propose un petit extrait idem d'Easy Rider. Tourné donc avec la Harry II, et on va parler un petit peu aussi de cet appareillage. Donc le film a été tourné essentiellement avec une 35-2 sans blimp, pour les scènes qui étaient à post synchronisées, mais il y a énormément de scènes, toutes les scènes en son synchrone ont été filmées avec une caméra à réflexe 35-2 blimpée. Et donc, à partir parce que la caméra 35-1 ou 2 est tout de même assez bruyante, puisque son système à griffe fonctionne, ça fait du bruit, mais elle est toujours moins bruyante que le Caméflex, notamment éclair d'André Coutan, qui a été livré en 1947 et qui est au fond le grand rival de la Reflex à cette époque. Donc Arnold et Richter ont produit un certain nombre de blimps pour leurs caméras 35 et 16 mm. Vous pouvez voir à l'exposition le plus grand blimp qui a été produit, c'est le 300 que vous voyez ici, et qui est donc visible dans l'exposition La Machine Cinéma. Un appareil mystérieux, avec Bernard Tichy, on s'interrogeait sur la fabrication de cet appareil. Mais en même temps, c'est très intéressant parce que c'est la question de la visée à image électronique qui apparaît à cette époque chez plusieurs fabricants en même temps, chez Mitchell, chez Eclair, chez Harry. C'est l'Electronic Cam qui est équipé donc ce type de viseur et qui est relié à une série de moniteurs et un pupitre de contrôle. Et c'est un appareil qui a été développé avec d'autres sociétés, la Bavaria Gesellschaft, la Gesellschaft Fernseher et la Siemens, qui a été donc utilisé d'abord pour la télévision. Alors maintenant, étant donné que j'ai été assez bavard et qu'au fond, ce qui va suivre n'est qu'une suite d'améliorations constantes des premiers modèles, je vais vous proposer d'aller un peu plus vite et de passer en revue ce qui a été fait ensuite et ce qui a continué à marquer réellement l'industrie du cinéma. Il faut d'abord noter que dès le départ et encore plus après, Harry se distingue par la livraison à chaque caméra d'une quantité d'accessoires variés, optiques, trépieds, batteries, dolly, etc., qui permettent vraiment d'occuper tout l'espace au fond de l'industrie cinématographique, à l'exception, comme je vous l'ai dit, de la projection. On note aussi en 1955 un curieux appareil, vous pouvez le voir sur cette scène par terre, un appareil très très lourd. En 1955, c'est un appareil à son synchrone qui enregistre synchroniquement d'une part les images sur film 35 mm et d'autre part le son sur une bande magnétique perforée de 17,5 mm. Nous en avons cet exemplaire très complet avec tous ces batteries et transfos à la Cinémathèque. Il ne semble pas qu'il se soit imposé. C'est peut-être une impasse technique de cette époque. En tout cas, Harry a poursuivi certes les expérimentations de ce domaine, mais dans d'autres voies, vous allez voir tout à l'heure. Dans le domaine du 35, la caméra qui marque aussi énormément le cinéma américain encore, c'est la BL, qui va être déclinée en 35 BL2, BL3, BL4, et qui est une caméra très importante, notamment pour un réalisateur comme Martin Scorsese, qui va l'utiliser au moins à 2 reprises, d'une part pour Taxi Driver, et d'autre part pour Raging Bull. Donc caméra auto-blimpée, très efficace.
Inutile de vous dire qu'à cette époque, les caméras de ce type ne fonctionnent plus à une seule griffe, elles sont à deux griffes et même à contre-griffe. C'est vraiment des instruments de précision tout à fait extraordinaires. On note aussi une petite visite de Harry dans la 3D, pour un film qui n'est pas resté dans les annales, mais qui est intéressant aussi. C'est intéressant de le signaler. Et puis maintenant, on va parler du format 16 mm, qui apparaît en 1952 chez Harry, avec énormément de succès aussi, notamment pour toute l'école documentariste. Ce type de caméra, très légère, très facile à utiliser, vont connaître un immense succès. Le concepteur, en 1952, de cette caméra Harry 16 mm, c'est de nouveau Eric Kästner, qui est vraiment un personnage important. Et du reste, le succès est tellement énorme qu'en 1958, il y a une nouvelle usine qui est construite et qui est consacrée uniquement à la fabrication de la caméra 16, donc sur Adalbertstrasse. La Reflex ST avec alors voilà encore des expérimentations en son synchrone avec deux façons d'enregistrer du son en synchrone avec un Perfecton, ou bien un mystérieux dispositif d'enregistrement magnétique Gaumont-Calais qui a été utilisé, mais qui est devenu, que j'aimerais bien trouver aussi pour nos collections, qui est devenu assez difficile à trouver. Voici notre fameux ingénieur Arnold Richter qui pose fièrement avec la Reflex 16BL que vous pouvez voir aussi sur cette table. Cet Reflex 16BL a été équipé du single system Aceto, son magnétique, avec aussi un enregistreur qu'on aimerait bien trouver, le Tandberg, on en parlait tout à l'heure avec un spécialiste tout à l'heure, un appareil qui a été développé pour Harry par un autre fabricant, qui permettait donc d'enregistrer des sons synchrones, single system. La 16 aussi a été équipée d'une contre-griffe très tôt, et puis a été déclinée en une multitude de modèles tout à fait passionnants. Vous en trouverez plusieurs modèles sur cette table. Alors, ce qui distingue la 16 SR, c'est aussi un atout tout à fait majeur, c'est la visée orientable. Vous pouvez être gaucher, droitier, vous pouvez viser à gauche ou à droite de l'appareil. Et donc ça, c'est un atout breveté, patenté par Harry, auquel Harry tient beaucoup. Et donc, il va y avoir un procès qui va durer plusieurs années avec un grand concurrent français, Aton, qui utilise aussi ce système. Un procès qui va presque conduire Aton au bord de la fermeture. Voilà, ça fait partie des querelles entre fabricants qui sont tout à fait intéressantes aussi à étudier. Si on continue dans le domaine du 16 mm, la production des caméras a perduré longtemps, en 2006 et 2008. Il y a eu encore de très très belles caméras faites, de plus en plus portables, de plus en plus maniables, de plus en plus ergonomiques aussi. Maintenant, on est loin, vous avez vu, du modèle à manche et puis ce fameux cross. On est vraiment passé à une autre ergonomie. On est vraiment à une autre échelle. On signalera aussi des expérimentations dans le domaine scientifique pour des caméras 16 et 35 pour les images rayons X et les images de radar. La Harry Techno de 1970 en bas qui utilise du film 35 mm, très intéressante. Les expérimentations d'Harry aussi dans le timecode, très important, en concurrence aussi avec Aton. Et puis la Rolls-Royce du format 65 en 1989, la Reflex 765, la Michael, Natacha, il nous faut une caméra 65 mm pour nos collections. Je le dis très officiellement, vous êtes tous témoins. Et c'est impératif que nous l'ayons. C'est une caméra très importante. Et donc, nous espérons la voir très prochainement. La Reflex 535, que vous pouvez voir aussi sur cette table là-bas, qui est une magnifique caméra qui a été extrêmement utilisée. Alors, vous avez vu les références qui sont listées ici, avec des films importants, la plupart, avec toutes les caractéristiques. Là, les caméras ont atteint une sorte de perfection technique qui est vraiment difficile à égaler, avec naturellement visées électroniques, avec toutes sortes de dispositifs pour l'image anamorphique, avec des obturacteurs électroniques, des magasins de multiples contenances, etc. Toute une gamme d'accessoires extraordinaires, des trépieds splendides, des reprises vidéo, et puis des variantes de vitesse quand même assez importantes. Enfin, toutes sortes de choses absolument extraordinaires. Cette fameuse 535, évidemment, est améliorée et déclinée en 535B. Et par ailleurs, il existe aussi la 435 en 1994
avec son obturateur électronique à miroir, une nouveauté tout à fait importante. Et puis vient en 2000 la Haricam, magnifique machine dont vous pouvez voir grâce à la générosité d'Harry. Claire ne va pas donner une Haricam. D'Harry, donc cette Haricam, la deuxième à partir de la gauche, c'est une splendide caméra qui, au fond, est la dernière caméra de studio 35 mm développée par la firme. Même si, en 2003, sauf erreur de ma part, il y a cette caméra qui sort, qui est tout à fait intéressante aussi, mais qui est plutôt dans le domaine, cette fois, de la caméra portable. Alors, vous voyez, j'ai fait très vite, parce que je vais laisser la parole aussi à mes amis et collègues, mais je voudrais juste terminer mon intervention par quelques images, des photos de tournage, qui vont vous montrer, s'il fallait vous en convaincre, qui vont vous montrer, d'une part, voilà, l'universalité du matériel Harry, et aussi par, vous allez voir tous les grands noms qui ont utilisé cette machine à travers le monde, des origines jusqu'à aujourd'hui. Après, Michael Coppert va prendre le relais et va vous raconter comment Harry a amorcé le tournant du numérique. Donc ici, la première caméra Harry Flex 35, vous voyez, qui est blanche, hein, vous vous souvenez, c'est vraiment le tout premier modèle. Alors c'est en désordre, hein, il n'y a pas de chronologie. La RBL, très très belle caméra. Là, c'est certainement probablement la 35-2, mais blimpée. Easy Rider, donc avec le blimp 300 dont on vous a parlé tout à l'heure. La RBL encore. Je voudrais parler aussi de l'importance de cette caméra 35-2 dans les pays asiatiques, en Inde, etc. Ça a eu un succès extraordinaire. Comment éviter, naturellement, Stanley Kubrick, qui a été l'un des grands utilisateurs de caméras Harry. En plus, Kubrick les a achetées lui-même pour son propre usage. Il les conservait tout à fait jalousement et il les équipait d'optiques, comme vous le savez, tout à fait perfectionnées et tout à fait étonnant. Jean-Marie Drejoux, qui nous a envoyé très récemment cette photo de tournage, et il nous parlera certainement tout à l'heure, on va lui demander de prendre la parole pour nous raconter pourquoi il se retrouve à la fois sur un plateau, entre guillemets, à la fois avec une Harry 35, 1 ou 2, et avec une Alexa. Voilà, Truffaut a quand même commencé sa carrière avec une Harry 16. Roman Polanski, sans doute sur Tess, je pense. Roman Polanski qui est le parrain de notre exposition, La Machine Cinéma, et qui a témoigné ici même, lors d'une masterclass, de l'importance qu'il a eu pour lui, que cette caméra a eu pour lui, notamment à l'école de Lutsch. Même Jean Renoir l'a utilisé, vous voyez. Le Free Cinema, Walter Lassalle, un immense chef-op qu'on a reçu ici, qui est un type merveilleux, a quasiment tourné tous les films du Free Cinema avec une Harry 35-2. Coppola, autre très grand amateur de caméra 35. Merveilleuse photo de Willy à 19 ans. Vous voyez qu'il a été nourri au biberon de la Harry Flex. Donc Martin Scorsese et Michael Chapman, Raging Bull, donc avec la RBL qui va servir aussi, qui a servi précédemment pour Taxi Driver. Pierre William Glenn, l'athlète qui s'apprête à faire du Steadicam avec une RBL, il nous en parlera, j'espère, tout à l'heure aussi. Voilà, Garrett Brown et Noël Viry qui étaient là hier. Garrett Brown qui a beaucoup travaillé aussi avec ce type de caméra parce qu'elles étaient légères, enfin relativement, et puis très très pratiques pour le Steadicam. Évidemment, toute l'école allemande, cela va de soi, Fassbinder, Herzog, Wenders, Hartenbourg, tous ces gens-là ont quasiment utilisé que ça. Microcosmos et Genesis de Claude Nurezzani et Marie Perrenou, deux films absolument fabuleux ont été réalisés avec
une caméra Arri que vous pouvez voir dans l'exposition. Et ces deux réalisateurs ont visité l'exposition il y a quelques jours et ils ont décidé très généreusement de laisser cette caméra en don à la Cinémathèque française. Voilà, j'ai été un peu long, mais en même temps, je n'ai certainement pas été du tout complet ni exhaustif, mais ce petit exposé, je l'espère, vous a donné une sorte de panorama rapide de la production très variée, très complète et très, très passionnante de Arri. Maintenant, je vais laisser la parole à Michael Koppetz, qui vient donc de Munich, qui travaille à Arri à Munich et qui est un ingénieur qui donc conçoit les caméras numériques de Arri et qui est à un niveau technique de connaissance évidemment infiniment supérieur à celui que je peux avoir. Et donc on va l'entendre nous exposer ce passage qui est évidemment fondamental et qui vous intéresse tous, de la mécanique de l'argentique au digital.